Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse, votre émission qui pose sur la table de discussion les sujets qui méritent débat. Cette semaine, les lignes ont encore bougé en politique et en économie. La réélection de Tidiane Thiam et les défis du PDCI. Le rapport de l'indice de développement humain présente un progrès significatif de la Côte d'Ivoire cette année, avec des chiffres élogieux tant au niveau de la sous-région qu'au niveau mondial. C'est sur ces deux sujets que nous mènerons le débat ce soir. Et quatre invités, non des moindres, partagent ce plateau avec nous. Tout d'abord, Sylvain Desbailly, qui est journaliste à ConnexionIvoirienne.net. Bonsoir. Bonsoir, cher ami Ahmed, et bonsoir à nos téléspectateurs de Galibri. Bienvenue sur ce plateau. Ensuite, on a juste en face de lui Jérôme Dry, qui lui est journaliste au quotidien Le Nouveau Réveil. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ahmed. Merci de partager ce plateau avec nous. On a ensuite Lansine Bakayoko, qui est journaliste à la rédaction de RTI 1 et chef de service économie. Lansine Bakayoko, bonsoir. Bonsoir Sil. Très heureux de vous recevoir. Et puis on termine avec Sangaré Yacouba, qui lui est journaliste et rédacteur en chef adjoint au quotidien Le Patriote. Bonsoir. Bonsoir Ahmed. Messieurs, bienvenue sur ce plateau. On poursuit juste après cette courte transition. Très heureux de vous retrouver en cet autre dimanche à 18h45 sur RTI 1 pour planter le décor du débat. 2 jours après sa démission, Tidiane Thiam a de nouveau été élu à la tête du PDCI RDA, élection intervenue lors d'un congrès décentralisé le mercredi 14 mai sur 45 sites repartis dans tout le pays. Le principal parti d'opposition ivoirien entendait ainsi profiter de l'occasion pour afficher son unité autour de lui. Élection faite, nouveau président élu, les cartes seront-elles rebattues en faveur de la plus vieille formation politique de Côte d'Ivoire pour les prochaines élections présidentielles. Cette élection à la tête du parti aura-t-elle des conséquences et la fin des démêlés de justice de Tidiane Thiam et du PDCI avec la justice ivoirienne? Réponse dans cet élément signé Davy Soyo. Tidiane Thiam, réélu sans surprise à la tête du PDCI RDA 2 jours après avoir démissionné de la présidence du parti. Il est élu lors du congrès extraordinaire éclaté avec 5190 voix, soit 99,77%, sur un taux de participation estimé à 92,7%. Pour ses partisans, cette réélection renforce sa légitimité après des mois d'imbroglio autour de sa nationalité. Et pour d'autres, cette réélection vise principalement à anticiper une décision de justice risquant d'invalider son élection de décembre 2023 dans le procès l'opposant à Valérie Yapo. Verdict d'ailleurs reporté au 22 mai prochain. Ils espèrent également que ce scrutin permettra de mettre fin à une saga judiciaire contestant sa légitimité. Une saga que Tidiane Thiam qualifie d'harcèlement judiciaire. Candidat unique à cette élection, ses détracteurs continuent de critiquer, une fois de plus, les conditions de sa réélection. Ils dénoncent un scrutin joué d'avance pour faire de lui le candidat du PDCI RDA à la présidentielle d'octobre 2025. On est de retour sur le plateau du Club de la Presse. Sylvain Desbailly, quelles sont, selon vous, les perspectives d'avenir pour le PDCI RDA après la réélection de Tidiane Thiam? Non, mais il n'y a pas d'autre perspective pour le PDCI. Le PDCI, depuis le début, est concentré sur son objectif, qui est celui de l'élection présidentielle de 2025, avec pour candidat M. Tidiane Thiam. Donc après cette réélection qui est une sorte de piège déjoué, je crois que le PDCI est pleinement dans la bataille, non seulement pour que la candidature de Tidiane Thiam soit acceptée, mais en plus le faire élire à la tête de la Côte d'Ivoire. Je pense que depuis le début, cela a été dit, et depuis le début, des stratégies sont faites pour que cela soit. Maintenant, il peut y avoir des écueils, mais nous l'avons vu, ce qui se passe avec cette plainte de Valérie Yapo et la réélection de laquelle vous parliez tout à l'heure, c'est justement une réponse au coup de Valérie Yapo, parce qu'il devait avoir un verdict le 15 mai et le PDCI a fait une élection le 14 mai. Et donc, tout cela concourt à ce que je pourrais appeler
une course d'obstacles pour le président Thiam, et il fait tout pour éviter chaque obstacle qui lui est posé. Donc, le PDCI, on le verra en octobre 2025, comment tout cela va se terminer. Mais je crois personnellement que pour celui qui veut, en tout cas, atteindre le fruit, cueillir la mangue, il faut bien qu'il affronte les fourmis maniant. Lansine Bakayoko, est-ce que vous partagez son avis? Non, je ne partage pas son avis. Dans tous les cas, la réélection de Tidiane Thiam, c'est un événement pour les gens du PDCI, mais au plan national, c'est un non-événement. Parce que je ne vois pas en quoi ça peut influencer la vie de la nation. Pour ce que moi je sais, au moment où nous parlons, Tidiane Thiam est inéligible. Et il est inéligible à la suite d'une décision de justice. Et je ne vois pas comment on pourrait tordre le bras à la justice pour qu'elle tourne kazakh, qu'elle prenne une autre décision qui va à l'encontre de celle qui est déjà là. Bon, à tout le moins, on pourra demander au chef de l'État de prendre un acte politique pour que Tidiane Thiam soit réintégré. Mais bon, moi, je pense que les Ivoiriens en voudront au chef de l'État s'il s'essaie dans cette aventure, s'il essaie d'outrepasser une décision de justice. Et je ne suis pas sûr que les Ivoiriens accepteront cette posture éventuelle du chef de l'État. Donc pour moi, Tidiane Thiam est dans une situation qui, si vous voulez, il vole dans l'air sans savoir où il va. Parce que cette réélection n'a aucun sens à mon avis. Mais moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est le processus électoral qui a conduit à sa réélection. Nous avons toujours dit ici que Tidiane Thiam, le PDC est devenu comme une secte, une case où n'habitent que les gens qui ont 6 yeux. 6 yeux, c'est-à-dire 6 yeux, c'est-à-dire une secte, une case où, pour faire comme les gens qui sont dans les villages, comme une case où il n'y a que des sorciers. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est normal ne peut pas habiter dans cette maison. La preuve, Maurice Kake Dukawe, qui est normal, n'a pas pu habiter. Il a été éjecté de la maison parce qu'il ne faisait pas partie de ceux qui avaient 6 yeux. Donc, vous n'y allez pas un peu trop fort? Oui, qui n'avait pas 6 yeux. Donc, il n'avait que 2 yeux. Donc, finalement, on lui a dit non, tu n'es pas apte à rester dans notre case. Nous faisons les choses à notre manière. Et ça, c'est une allégorie pour dire que ce parti vit aujourd'hui au rythme des tripatouillages et de la tricherie. Et vous avez vu, Feu Koblu Boni avait tout planifié, tout manigancé pour pouvoir placer Tidiane Thiam en première ligne pour le positionner comme le candidat du parti. Et Nkumo Mobio est dans la même ligne. Vous savez, mais ce n'est pas étonnant à mon avis. Parce que quand on a des gens qui ont été habitués à la technologie électorale comme l'Émile Constant Bombé, quand on est entouré de ces personnes-là, il est évident qu'on ne peut pas penser à autre chose qu'au tripatouillage. Et c'est ce qui est en cours. Mais moi, j'interpelle le PDCI pour que ce parti puisse revenir à la raison, puisse regarder la réalité en face. Quand nous le disons, nous ne sommes pas contre le PDCI. Nous disons que voici les faits. Voici la réalité des faits. Il faut s'y conformer pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Parce que si on reste dans l'entêtement, on reste dans le déni, c'est une voie sans issue, c'est une impasse. Il y a une décision qui est rendue, qui rend le président Tidiane Thiam inéligible. Il faut prendre acte et avancer. Mais aujourd'hui, on dit on va à une élection pour se concentrer sur une chimérique bataille pour la réinscription de Tidiane Thiam sur la liste électorale, une bataille perdue d'avance. Et pour moi, c'est très risqué pour la démocratie ivoirienne. Nous voulons que la démocratie ivoirienne s'exprime. Il faut mettre, je pense qu'un parti politique, c'est un projet collectif, ce n'est pas un projet individuel. Tidiane Thiam n'est pas... il est porteur d'un projet, mais ce n'est pas un projet intuitif personnel. Il porte un projet politique, un projet du parti. Et donc, il peut le confier à quelqu'un d'autre ou alors le faire porter par une nouvelle élection. Et moi, je pense que ça, ce serait plus sage. Auquel cas, si ce n'est pas fait de cette manière, je crains que le PDCI, s'ils foncent dans le mur comme ils sont en train de le faire, ils risquent d'être sans candidat à l'élection du 25 octobre et ce serait dommage pour la démocratie. Jérôme Dri. Mais quand j'écoute Lansine Bakayoko, non seulement ça me fait sourire et puis bon, je suis un peu étonné quand même de l'écouter. Dites-nous pourquoi. Quand il dit que bon, la réélection de Tidiane Thiam, ce n'est pas un événement, c'est un événement.
Parce qu'à l'image des grands partis que nous connaissons dans le monde entier, il faut rappeler que le PDCI a quand même 75 ans, c'est le plus vieux parti après l'ANC en Afrique. Et ce grand parti-là a su anticiper à travers une stratégie pour éviter une décision d'une acrobatie judiciaire qui devait tomber le 15. Donc le 11, le président Tidjane Thiam démissionne, le 12, il a un bureau politique qui a connu un succès franc parce qu'il y a eu du monde il y avait du monde à ce bureau politique. Et le 14, il y a un congrès qui se tient dans 45 localités et ce congrès consacre encore Tidjane Thiam à 99,77%. Je pense que le PDCI est dans une stratégie et comme l'a dit Sylvain Debailly, c'est pour éviter les pièges aujourd'hui qui sont tendus de part et d'autre au président Tidjane Thiam. Le PDCI, ce que je sache, le PDCI ne fonce pas droit dans le mur, mais fonce tout droit vers une stratégie qui va l'amener certainement au palais présidentiel. Je voulais revenir un peu sur ce que Lassine Bakayoko a indiqué. J'ai écouté récemment l'avocat de Tidjane Thiam, le procureur n'a même pas encore transmis, il dit qu'il a été radié de la liste, le procureur n'a même pas encore transmis ce taux de radiation de Tidjane Thiam à la CEI. Et je rappelle que c'est le 20 juin que la liste définie sera affichée. Donc il ne faut pas déjà festoyer parce qu'il a été radié, non. Une décision justice, c'est une procédure. Il faut attendre la fin pour savoir si il sera réellement radié. Autre chose que je voudrais ajouter, quand il dit par exemple que cette élection s'est déroulée comme une mascarade, c'est pas vrai. J'invite Lassine Bakayoko à aller consulter quand même les thèses. Nous sommes des journalistes, nous avons pour devoir de pouvoir informer et même en même temps instruire les populations. Il faut aller consulter les thèses du PDCI. L'article 47 des règlements intérieurs du PDCI dit que c'est le bureau politique qui, sur instruction du président, trouve le format du congrès qui doit être organisé. Il y a eu un bureau politique. Le bureau politique a décidé la date du congrès le 14. Ils ont trouvé le format qui était un congrès éclaté. Et le congrès s'est passé. Et c'est pas nouveau dans le fonctionnement du PDCI. On se rappelle bien, s'il a bonne mémoire, en 2013, le PDCI a tenu en 72 heures un bureau politique et un congrès à Daoukro sous l'égide du président Henri Konan Bédié. Donc je pense qu'il faut consulter les tests, même tous ceux qui passent sur les antennes pour dire que non, le congrès s'est organisé. Non, c'est pas vrai. Et puis revenant au cas il a évoqué le cas de Maurice Kakou Dikawi. Je voulais faire une précision à deux niveaux, si vous permettez. Premier niveau, le ministre Dikawi était le conseiller politique du président Tidjane Thiam. Dès lors que le président Tidjane Thiam démissionne le 11 mai, je pense que tout ce qui est comme décision prise, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Valérie Yapo et ses avocats qui le disent, que toutes les décisions qui ont été prises par Tidjane Thiam pendant son mandat, tout cela n'est pas valable. Donc quand il démissionne, logiquement, toutes ces décisions prises sont caduques. Donc, Maurice Gaoui qui a été nommé pendant cette période, à mon sens, son poste de conseiller est caduque. Ça, c'est la première. Deuxième chose, terminer rapidement. La deuxième chose, c'est que c'est le timing peut-être choisi par le ministre Dikawi qui peut amener quand même à interprétation. Il choisit, pendant que son parti et son président sont dans un imbroglio judiciaire, il choisit cette date-là pour pouvoir faire cette annonce. Est-ce que cela cache quelque chose? On ne sait pas. Récemment, certains de ses proches ont commencé à faire des déclarations qui peut-être peuvent alimenter ou même conforter ceux qui pensent que cette annonce cache quelque chose. D'accord. Alors, Yacouba Sangaré, est-ce que cette démission justement de Maurice Kakou Dikawi ne présage pas d'une autre crise au sein du PDCI? Non, je précise qu'il n'a pas démissionné du PDCI. Non, il a démissionné de son poste de conseiller politique. Et il précise en bas de son texte qu'il demeure militant PDCI prêt pour le combat, pour la suivi du parti. Oui, absolument. Ça n'empêche en rien ma question. Oui, allez-y. Votre question est très pertinente et c'est vrai. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Cette démission présume d'une crise, une nouvelle crise qui s'ouvre au PDCI. Je l'explique et je veux apporter des précisions à ce que Jérôme a dit. Première chose, je pense que vous n'avez pas la bonne information. Renseignez-vous. La justice a déjà notifié à la CEI la décision de radiation de Tidjane Thiam avant la publication de la liste électorale. Vérifiez. Je pense que ça a été déjà fait. Non, je dis c'est l'avocat. Non, mais l'avocat, c'est un commerçant. Ça a été déjà fait à la CEI. Ça, je vous donne l'information. Renseignez-vous. Qui veut vendre les marchandises. Deuxième chose, ce que vous dites concernant la démission de Dikawi ne tient pas la route. Pourquoi?
Tidiane Thiam démissionne. Le congrès a eu lieu le 14, Tidiane Thiam a démissionné 2 jours avant. Si on veut rester dans le parallélisme des formes, Guikawa aurait dû démissionner le 12, mais Guikawa démissionne 3 jours après, le 15, au lendemain de l'élection de Tidiane Thiam. Et son texte est clair et net. Il dit il ne peut pas s'accommoder de cette gouvernance du PDCI. Il a dit clairement dans son texte, il n'a ni été informé, en tant que conseiller politique du président du PDCI, il y a des décisions qui sont prises, il n'est ni consulté ni informé. Il n'a même pas été informé de la démission du président du Tidiane Thiam avant ce fameux 9e congrès. Il le dit clairement. Ensuite, il dit que ce 9e congrès a été organisé pour la première fois sans président de bureau et sans président et sans bureau du Congrès, ce qu'ils n'ont jamais vu au PDCI. Et il dénonce clairement la gouvernance. Ça n'a rien à voir avec une démission de fait de la décision de la poursuite judiciaire relative au procès de Valérie Dapò. Ça n'a rien à voir. Guikawa démissionne parce qu'il n'est pas d'accord avec la gouvernance de Tidiane Thiam. À la suite de Guikawa, ce qui fait que je pense qu'il y a une crise. Le lendemain, il y a eu le secrétaire départemental, le délégué départemental de Gagnoua, Tchétché Abié, qui fait une déclaration qui dit aujourd'hui que le PDCI aujourd'hui est devenu un club de soutien à Tidiane Thiam, que ce congrès-là n'a pas été organisé dans les règles de l'art. Aujourd'hui, si vous avez une opinion contraire contre Tidiane Thiam, vous n'êtes pas le bienvenu à la maison du PDCI. Ce sont ces déclarations, il a dit publiquement. Et qu'aujourd'hui, vraiment, le PDCI n'est pas sur la bonne voie. Et ça, c'est des voies discordantes. Donc, pour moi, ce congrès précipité, on le comprend, hein, c'est une pirouette, il faut avoir l'honnêteté de le dire, de vouloir contourner une décision judiciaire. On n'a pas encore la décision finale, elle va être donnée le 22. Renvoyée au 22. Voilà, renvoyée au 22. On verra s'ils ont eu raison ou tort de faire cette pirouette-là. Mais quoi qu'il en soit, cette pirouette-là ouvre la voie à une autre crise. Parce que d'abord, il y a eu la première crise à l'élection de décembre 2023, qui est contestée par les Valérie Dapò, qui a occasionné le départ de certains qui sont mis en retraite, notamment Jean-Louis Billon. Et avec ce nouveau congrès, c'est encore d'autres personnes qui se mettent en retraite. Donc il est clair que moi je pense que les défis aujourd'hui pour Tidiane Thiam, ce n'est pas l'élection présidentielle. À l'état actuel, il n'est ni éligible. Donc il n'est pas éligible. Donc pour moi, son défi majeur en ce moment, c'est de ramener la sérénité de la maison. Tu ne peux pas prétendre conquérir le pouvoir avec un parti aujourd'hui qui se morcelle au fur et à mesure par les défauts de ta gouvernance. C'est trop dit. Non, aujourd'hui, il y a les voix discordantes. Il faut avoir l'unité de l'assumer. C'est son avis, on le respecte. Et Guikawa, quand même, il a été secrétaire exécutif. Il est vice-président du PDCI, il est membre du bureau politique. Vous pouvez tout dire. C'est quand même une éminence grise du PDCI. C'est un haut cadre du PDCI. Qu'il prenne ses distances ouvertement, ça, il faut l'analyser. Il n'a pas démissionné du PDCI. Ça n'arrive. Il n'a pas dit qu'il a démissionné du PDCI. Il a démissionné de son poste de conseiller politique. Mais est-ce que le poste est statutaire? C'est le président qui... Ahmed, c'est comme un ministre qui prend juste... qui nomme un conseiller. Oui, c'est pas un poste statutaire. Il ne peut pas démissionner du PDCI parce que le PDCI n'appartient pas à Tidiane Thiam. Le PDCI est un patrimoine commun aux militants. Même à son poste de vice-président, n'a pas démissionné. Non, il a démissionné de son poste de conseiller politique. Ça veut dire quoi? Il faut lire entre les lignes. Ça veut dire clairement qu'il ne s'associe pas à la gestion de M. Tidiane Thiam. Il prend ses distances vis-à-vis de ça qui n'est pas d'accord sur le mode de gouvernance. Ne minimisez pas ça. Et ça, moi, je pense que c'est une critique claire. Ahmed, je peux apporter juste une précision avant. Pardon, juste une précision. Laissez-lui le temps de poursuivre son argumentation et on pourra revenir. Avec tout le respect que moi j'ai pour Tidiane Thiam, j'ai le sentiment que dans sa gouvernance, ils sont réfractaires à tout ce qui est idée contraire, à tout ce qui est voix contradictoire. On l'a vu, l'exemple simple. Ça, c'est le sentiment que tu as. Oui, puisque tout... C'est le sentiment qui est conforté par Tchétché. Tchétché a bien dit. C'est pourquoi je veux faire une précision de ce qui au PDCI aujourd'hui, quand il termine, vous faites la précision, tous ceux qui portent un avis ne serait-ce que critique contre la gouvernance de Thiam sont coulés au pied. Non, c'est pas vrai. Et ça, c'est des natures à fragiliser le parti. Il faut l'analyser objectivement, sans passion. Et je pense qu'il y a trop de passion. Et moi, je pense que sur cette question, je pense que Tidiane Thiam ne conduit pas bien le navire du PDCI. Ah, mais je vais faire juste une précision. Par rapport à Kéké a fait 2 déclarations. La première déclaration de Kéké dit qu'il souhaiterait que le PDCI retourne au RADP. C'est sa première déclaration. Moi, je m'en tiens à la récente. Qui a eu lieu le 16, le lendemain de votre... Kéké est de la délégation 5 de Gagnoua. Dans cette délégation, ils font 100% à l'élection de Tidiane Thiam. Et même hier, ce personnel politique de cette déclaration, de cette délégation de Gagnoua 5, où il est délégué, a fait une déclaration pour le désavouer. Que depuis, ça fait des années, il n'a jamais mis pied, je paraphrase ce qu'ils ont dit, il n'a jamais mis pied à Gagnoua 5, où il est délégué. La déclaration est là. Le personnel, c'est-à-dire qu'il ne mettait même pas son personnel politique. Quelqu'un qui ne met pas pied dans une délégation,
il ne peut pas se pouvoir d'être un délégué. On a votre précision. Donc, c'est la précision que vous voulez faire. On a votre précision. Sylvain Debailly n'a pas encore réagi sur la question. Ça, oui. Merci. Sylvain Debailly, est-ce que vous partagez l'avis de Yacouba Sangaré sur cette possible crise qui pourrait avoir lieu dans le PDCI-RDA? Non, je dirais que c'est sa lecture. C'est sa lecture des faits. Et quelle est la vôtre? Voilà, sur ça, je peux pas vraiment le contredire, mais ce que moi je veux dire, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y a de telles choses dans un parti politique. Un parti, c'est quand même un conglomérat d'intérêts, c'est quand même des personnes qui se mettent ensemble, qui ont la même vision au départ. Si M. Gikawe pense qu'à un moment donné, il n'est pas d'accord avec le président dont il est le conseiller politique, libre à lui de démissionner. Mais cela ne veut pas dire que c'est le PDCI qui en branle. M. Gikawe, il a peut-être la carrure qu'il a, il a peut-être l'expérience qu'il a, mais il n'est pas un homme indispensable. De la même manière que Henri Konan Bédié n'était pas forcément indispensable pour le PDCI, aujourd'hui, il s'en est allé, paix à son âme, mais le PDCI continue sa course. Vous voyez, c'est Maurice Mandama qui disait que Oufouet est mort et le ciel n'est pas tombé sur la tête et sur la Côte d'Ivoire. Il a dit ça dans l'un de ses livres. Donc c'est pratiquement la même chose. Gikawe va démissionner, il aura forcément un remplaçant à Gikawe. Donc moi je trouve cela comme quelque chose de naturel. C'est ça qui se passe dans les partis politiques. Et pour un dirigeant, ce sont les crises qui peuvent la guérir. Donc qu'il y ait démission de Gikawe, je crois qu'il y a un objectif aujourd'hui pour le PDCI, c'est de conquérir le pouvoir. Et il ne pouvait pas avoir une stratégie de conquête du pouvoir sans écueil. Et ce sont les écueils qu'on voit avec les Gikawe. Oui, mais Gikawe, on le savait tous. Au départ, il voulait être candidat pour avoir le poste de président du PDCI. On a vu la campagne qu'il a menée. Même si le président Tidjane Thiam a essayé de le ramener un peu à côté de lui, pour essayer de le contenter un peu. Aujourd'hui, s'il ne s'y retrouve pas, il démissionne. Et puis, moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il faut quand même respecter les partis politiques que nous avons. On ne peut pas qualifier un parti politique comme le PDCI de case, de secte. C'est quand même injurieux pour le PDCI, qui est quand même le plus ancien. Est-ce qu'on comprend en Côte d'Ivoire la logique des partis? Oui, il faut comprendre la logique des partis. Au RHDP, aujourd'hui, vous savez très bien que le président en exercice du RHDP, son mandat est terminé depuis janvier. Mais qui en parle? 2024. Qui en parle? Donc, c'est normal. Toutes les voix aujourd'hui, y a-t-il aujourd'hui une voix discordante au RHDP? Mais c'est pas parce que les gens sont tous d'accord avec ce qui se passe, mais il y a une logique des partis, c'est de regarder tous dans la même direction. Donc, c'est cela. Donc, on ne peut pas dire que oui, le PDC est une secte. Quel parti n'est pas secte en Côte d'Ivoire? Si on voit la gestion des partis, si on voit les partis tels qu'ils fonctionnent. C'est vous qui le dites. Il faut souvent faire attention aux mots que nous utilisons. On parle de tripatouillage, de tricherie. Mais écoutez, ne faisons pas l'injure à nos aînés, ne faisons pas l'injure à ces grands partis qui ont quand même forgé la Côte d'Ivoire. Est-ce que l'élection ou la réélection de Tidjane Thiam a obéi au test du PDC ou bien ne l'a pas été? Je pense que Jérôme vient de le dire. Il faudra qu'on regarde peut-être les tests du PDC. Mais moi, j'ai suivi un peu l'élection au niveau de Cocody. J'ai vu que c'était la sérénité, c'est la tranquillité. L'élection s'est déroulée dans les règles de l'art, avec des urnes bien disposées. Quand l'heure est arrivée, il y a eu des dépouillements et puis le résultat a été annoncé. Vous voyez, 99,77% contre 96% auparavant, c'est un plébiscite. Ce qui dénote de la légitimité de Tidjane Thiam à la tête du PDCI. Vous allez organiser une élection 33 fois, et bien 33 fois Tidjane Thiam va gagner cette élection parce que tous les militants du PDCI ont aujourd'hui décidé de faire corps ensemble et de se ranger derrière un leader qui se sont choisis, qui est Tidjane Thiam. Maintenant, on va regarder, est-ce que son leadership, est-ce que sa carrure et tout ça peuvent conduire le PDCI à remporter l'élection présidentielle? C'est ça l'objectif final. Donc il faut arrêter maintenant ces petits injures ou alors ces dénigrements qui n'ont même pas, leur importance ici, qui n'ont pas de sens. À vous, Lansine Bakayoko, Tidjane Thiam a appelé pourquoi voulez-vous, à chaque fois qu'il y a un leader de l'opposition, à chaque fois qu'il y a une voix contraire,
Pourquoi voulez-vous que cette voie-là soit écrasée par tous les moyens? Il faut qu'on arrête ça à un moment donné. Les gens disent aujourd'hui que le problème de la Côte d'Ivoire, ce sont les journalistes. Eh bien, il faut bien que nous essayions de contredire cette façon pour l'opinion de voir les choses. Il faut qu'on fasse un effort. On vous a très bien compris. Voilà. Alors, Lansine Bakayoko, Tidiane Thiam a appelé ce vendredi à une élection présidentielle inclusive, transparente et crédible, tout en dénonçant son illégibilité. Est-ce une manière de demander, de faire table rase de la décision de justice qui pend sur lui et puis également le réinscrire sur la liste électorale pour compétir pendant la prochaine présidentielle? Oui, le président Tidiane Thiam a appelé à des élections inclusives, mais effectivement, les élections seront inclusives. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Je suis d'accord avec lui sur ce point. Mais l'élection ne peut pas être un fourre-tout où tout le monde pourrait venir se mettre sur la ligne de départ. Mais est-ce que l'inclusivité ne demande pas, par exemple, là, l'inscription sur la liste de Tidiane Thiam, puisque c'est lui qui le dit, est-ce que ça ne demande pas son introduction sur la liste électorale pour compétir en tant que candidat pendant l'élection de 2025 ? Non, c'est pas. En fait, c'est pas ça qu'on appelle l'inclusivité. L'inclusivité, c'est d'inscrire ceux qui obéissent aux lois de la République et aux règlements que la Côte d'Ivoire s'est donné librement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu permets, je voudrais d'abord indiquer que quand c'était une allégorie, c'était une image, quand je disais que le PDCI réagit aujourd'hui comme une secte, donc c'est pas du tout injurieux. Mais si je vais revenir à la pièce de théâtre qui a eu lieu le 14, parce qu'en réalité, c'en était le scénario était mal monté. Et vous savez, aucune règle n'avait été respectée. La péremption de le certificat de nationalité dont Tidiane Thiam dispose aujourd'hui, c'est un certificat qui est inopérant. Et le PDCI s'en est rendu compte. Et sur place, in situ, a retiré la péremption, les questions de certificat de nationalité, alors que la candidature de Boakari a été liquidée. Donc finalement, les gens se comportent comme si tout doit être mis en œuvre pour que le président Tidiane Thiam soit le candidat. J'en conviens, je comprends aujourd'hui qu'il a la légitimité de ceux qui sont inscrits sur la liste, parce que tout le monde sait que c'est une liste qui a été verrouillée, une liste qui a été taillée sur mesure. Ça, c'est totalement évident. Parce que quand quelqu'un rapporte une élection à 80 combien % là, comme en Union soviétique, et le groupe de Maurice Kakou Dikawe, et le groupe de Jean-Louis Billon, et le groupe de Valérie Apo, de Tchétché Aganoa. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas participé aux élections. Mais n'empêche, avec tout ça, Tidiane Thiam a eu 99,99%. Je dis. Donc nous sommes dans un cinéma, dans une pièce de théâtre dont le scénario n'a pas été bien. Ils n'ont pas. C'était mal monté, c'est évident. Donc pour moi, aujourd'hui. Mais c'est 99% de ceux qui ont voté. Les choses n'ont pas été du tout respectées, mais j'accepte. Moi, ça, à la limite, c'est une cuisine intérieure au PDCI. S'ils veulent, ils peuvent aller prendre quelqu'un même qui n'est pas membre du PDCI pour le rendre leur candidat, pour le rendre éligible. Ça, je suis d'accord avec. Mais j'ai dit, on peut faire des arrangements avec les tests de son propre parti, dans sa propre maison, mais on ne pourra pas faire d'arrangement avec les tests de la République. Parce que c'est ça, en fin de compte, c'est ce que nous protégeons. Vous pouvez faire tout ce que vous faites, et c'est ce que nous disons tous les jours. Vous pouvez faire tous les arrangements, toutes les magouilles avec vos propres tests. C'est votre problème. Mais nous disons que quand ça va arriver au niveau supra, au niveau macro, ah non, la République n'acceptera pas que les tests soient bafoués. Donc si Tidiane Thiam parle aujourd'hui de sa réintégration ou d'inclusivité, oui, il y aura inclusivité, mais avec ceux qui remplissent les conditions d'éligibilité. Et pour ce que je sais, en tout cas au moment où nous parlons, à moins d'un accord politique qui peut survenir, Tidiane Thiam n'est pas éligible. Ça veut dire que tout ce qui se passe là, on cherche forcément aujourd'hui à créer des tensions artificielles au sein de la population. Sinon, eux-mêmes savent qu'il faut aujourd'hui songer à un plan B. Et quand je dis que Sangaré disait tout à l'heure qu'on n'accepte pas de voix discordantes aujourd'hui au PDCI, vous avez vu quelqu'un qui a proposé un plan B, disons à la maison du parti, mais il a été éconduit, Manu Militari, tout le monde l'a vu. Et il y a d'autres personnes, chaque fois que quelqu'un dit son contraire, mais c'est ça pour en faire. Donc, je veux dire que le PDCI qui est un parti démocratique... Ça, au moins, je parle le PDCI qui est un parti... Le PDCI qui est un parti démocratique... On fait la peau à tout ce nom-là. On le laisse quand même poursuivre. Le PDCI qui est un parti démocratique... Ce qui est vrai, la CD. Mais est-ce que quelqu'un n'a pas dit
À côté, il nous faut un plan B. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un Mondovision. Bon, on n'est pas allé jusqu'à lui faire la peau. Attendez, il a été rudoyé ou il n'a pas été rudoyé? On pourrait comprendre que le mot est il a été mis en quarantaine ou n'a pas été mis en quarantaine? Bon, d'accord. Vraiment, tu m'excuses, mais attendez. Nous sommes des journalistes. Il faut dire ce qui est juste. Nous sommes à la chaîne nationale. Est-ce qu'il n'a pas été... Il faut dire ce qui est juste. Il est en train de développer son argumentation. Ok, je suis d'accord. Est-ce qu'il n'a pas été... Mais quand il dit on lui a fait la peau... Est-ce qu'il n'a pas été mis en quarantaine? Oui ou non? A-t-il été mis en quarantaine? Oui ou non? La preuve, le lendemain, le secrétaire exécutif est allé le rencontrer pour échanger avec lui. Il faut me laisser continuer de développer. Mais le PDC est coutumier à cela. Vous avez vu qu'à la première élection de Tidjane Thiam, il y a deux messieurs, un qui était à Yopougon-Saint-Pierre et l'autre à la GESCO, qui s'étaient formellement opposés. Mais on leur avait tordu le bras au point que le lendemain, ils sont revenus, ils ont tourné Kazakh pour venir dire qu'ils revenaient sur la décision. Vous voyez, c'est le même scénario. Ce monsieur qui voulait un plan B, ce qui lui est arrivé, vous voyez, le lendemain, il est revenu pour faire exactement ce que ceux qui étaient de la GESCO ont fait, pour venir dire que, franchement, il ne demande plus de plan B et que Tidjane Thiam est le plan de A à Z. Donc, nous sommes dans un schéma qui est connu de tous. Et la magouille, le tripatouage, aujourd'hui, on fait le lit au PDCI. Et c'est ça qui gouverne le PDCI. Pour moi, il ne faut pas ériger le tripatouage en mode de gouvernance. Et Djikawe le dit, de façon voilée, parce que Djikawe, vous savez, vous l'avez appelé capitaine courage, il est un peu le gardien du temple, le gardien des textes, et lui-même il a dit, au moment où le PDC est en train de s'effondrer, c'est lui, Djikawe, qui tenait la barque, c'est lui qui a tenu la maison. Mais aujourd'hui, il dit que cette maison qu'ils sont en train de, je ne la reconnais plus. Et ça, il le dit de façon, à un thème à peine voilé. Et ça, si vous êtes dans le déni, je crains que cela ne vous rattrape et que vers le 25 octobre, vous devenez la risée de la population qui vous lâchera. Alors, Jérôme Bry, il est impatient de réagir, allez-y. En fait, Ahmed, nous sommes à la chaîne nationale. Je pense que nous sommes des journalistes. Je précise, nous sommes des journalistes. Quand on veut intervenir sur un sujet, il faut dire ce qui est vrai. Parce que nous avons pour mission d'informer le public et d'instruire aussi le public. La chaîne ne peut pas dire des choses qui sont fausses. Énumérer ceux qui ne sont pas... Les choses qui ne sont pas vraies, il faut les énumérer. Non. Première chose, quand tu dis que ce congrès, c'est un théâtre, je te ramène au test. Cite-moi une partie du test qui va contre ce congrès. C'est Djikawe qui le dit. Non, mais pas Djikawe, toi tu es un journaliste. Non, relis le test de Djikawe. Djikawe connaît les tests plus que moi. Djikawe connaît les tests plus que moi. C'est lui qui dit que rien n'a été respecté. Toi, tant que journaliste, ni un président de bureau, ni un président de séance. Toi, tu es journaliste. Permettez-lui d'aller au bout de ses idées, Lancine Bakayoko. Moi, je n'en connais pas les aspérités. C'est Djikawe qui le dit. Donc, ce que tu dis, n'est pas vrai. Le gardien du temple, c'est lui qui le dit. Deuxième chose, j'ai toujours dit sur ce plateau-là que mais je mets quiconque au défi de me dire un parti qui est plus démocratique que le PDC-RDA. Parce que même au RADP, mon frère Sylvain l'a dit, le porte-parole l'a dit, au RADP, ils sont courageux que devant leurs propres épouses. Personne ne peut dire quelque chose au RADP. La preuve, le mandat du président de RADP, c'est expiré depuis le janvier 2024. Mais qui peut lever le petit doigt là-bas pour indiquer? Mais le PDCI, c'est un parti qui est dynamique. Où chacun peut se lever, un délégué de Gaïwa 5 peut se lever pour contester Tidjane Thiam. Mais au RADP, ça ne peut jamais se passer. Et dans aucun des partis. Quand il dit ça, on le conduit immédiatement. Dans aucun des partis en Côte d'Ivoire. Je poursuis, aucun des partis en Côte d'Ivoire. C'est le seul parti ici où un militant lambda peut aller saisir la justice pour contester une décision. Ça ne passe dans aucun parti en Côte d'Ivoire, encore moins le RADP ou d'autres partis. Ça ne peut pas se passer là-bas. Donc, c'est-à-dire c'est une dynamique. Je voulais dire que le PDC est dans une dynamique. C'est quand une dynamique est lancée, il peut y avoir peut-être des moments de tumulte. Mais cela n'entame rien la marche du parti. Après, on l'a connu en 1993, après le décès du président Houphouët-Boigny, le PDC a connu quelques secousses. Mais même après le coup d'État, le PDC a connu quelques secousses. Mais cela n'a pas entamé la marche du PDC-RDA, pour ce que je sais. Donc, cette élection de Tidjane Thiam, moi je pense va relancer cette machine. Elle a réussi à contourner tout ce que les adversaires ont mis comme des petits pièges. C'est ce qui certainement peut-être fait mal à Lassine Bakayoko, parce qu'il aurait voulu que le président attende le 15 pour que le président soit destitué. Lui, il aurait souhaité ça. Mais malheureusement pour lui... Qu'est-ce que ça change? Qu'il soit destitué ou pas? Qu'est-ce que ça change? Il n'est pas éligible. Mais quand il dit que... la République ne va pas accepter. Je voudrais te rappeler qu'en Côte d'Ivoire, la politique fonctionne avec deux modes. La loi et les accords politiques. Mais je l'ai dit.
La loi et les accords politiques. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette étape-là parce qu'il y a un accord politique de l'article 48 que Gbagbo a pris en 2010 au phare de tout le monde ici. Donc, c'est la loi, et quand la loi est bloquée, on utilise les accords politiques pour fonctionner en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il faut négocie, on ne fait pas le dos rond. Je pense qu'il ne faut pas t'hasarder à tirer des conclusions acquises pour l'instant. Quand on veut des accords, on négocie. Les politiques, pas le dos rond. Les politiques ont leur manière de fonctionner. Et même à la CEI, le président de la CEI le dit toujours, la CEI fonctionne avec deux modes, la loi et les accords politiques. Donc ce que le politique décide, c'est ce que la CEI applique. Donc je pense qu'en tant que journaliste, il faut être un peu réservé. Il ne faut pas déjà festoyer pour dire que non, c'est fini, pour dire attends, je ne pense pas. La politique a ces démarches que nous, souvent en tant que journalistes, nous ne maîtrisons pas tous les contours. Donc attendons pour voir. Et je pense que les politiques vont nous dire ce qui sera la conclusion. Mais en tant que journaliste, il faut éviter de pouvoir tomber dans certains travers déjà à brûler des candidats parce que ces candidats ne sont pas inscrits sur la liste électorale, je ne pense pas. Yacouba Sangaré. Moi, je voulais juste ajouter qu'il a dit que les militants qui saisissent la justice, c'est un symbole de la vitalité démocratique au sein du PDCI. Moi, je m'inscris en faux contre ça. Si les gens saisissent la justice, c'est parce qu'ils estiment que les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art. Non, c'est parce qu'on peut s'exprimer dans ce parti-là aussi librement. Non, c'est parce que les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art. Et s'ils vont jusqu'à la justice, c'est parce qu'en interne, on ne les écoute pas. Ils n'ont pas l'occasion de s'exprimer en interne. Parce que le PDCI a un conseil de discipline, a un cadre interne de dialogue, a un comité des sages. Si tu vois qu'un militant sort de ce cadre pour saisir la justice, c'est parce qu'il sait qu'en interne, il n'y a aucune possibilité de discuter quand on a une voix discordante. Sinon, Valérie a été compris par le conseil de discipline. Ce n'est pas un symbole de dynamisme. Je pense qu'il ne faut pas rester un peu dans le fanatisme. Moi, je pense qu'il y a une certaine fanatisme. Non, ça n'a rien à voir le fanatisme. Je peux comprendre. Le fonctionnement laisse-moi finir. des partis politiques. Je peux comprendre, en raison de son pédigré, que le PDCI, des militants veulent que Tidiane Toa soit leur candidat, ils veulent prendre le parti. Ça, moi, je trouve ça légitime qu'ils le pensent. Mais il ne faut pas mettre le parti sous coupe réglée pour lui remettre ça comme un cadeau qu'on lui donne sur un plateau royal. Et c'est ce qui se passe. On transgresse les règles, on ne respecte rien. Et les gens sont obligés de saisir. D'abord, le premier indice même, le Congrès, c'est pourquoi il y a eu le procès de Valérie. C'est-à-dire aujourd'hui, là, si le PDC Tidiane Thiam a démissionné, et pour qu'il y ait un nouveau Congrès, ça veut dire, quand on analyse objectivement, que Tidiane Thiam reconnaît qu'il n'était pas dans la légalité. Pas forcément. Ça veut dire qu'il se reprochait quelque chose. Tu l'as dit. Ça veut dire qu'il sait que la décision de Valérie peut aboutir à sa décision parce qu'il est conscient que lui n'a pas fait les choses comme il se devait. C'est une décision politique. Non, c'est une décision de justice. Ce congrès précipité là, on l'a dit, c'était une pirouette pour continuer une décision judiciaire. Si on le fait, c'est parce qu'ils sont conseillers. Il a dû analyser avec son conseil en disant attention, vraiment, je risque d'être rattrapé par la patrouille parce que je n'ai pas bien fait les choses. C'est ça, en fait, fondamentalement. Sinon, il n'aurait pas démissionné. Le PDC n'aurait pas fait ce congrès. Pas vraiment fabriqué. Non, pas fabriqué. Non, il ne faut pas insulter. Je pense qu'en interne, Tidiane Thiam et ses conseils étaient bien conscients que si la décision, le procès que Valérie leur intente devant la justice peut aboutir à une décision de Tidiane Thiam. C'est pour contourner cette décision qu'ils ont fait ce congrès. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il aurait pu être rattrapé par la patrouille, comme on le dit. Donc s'il est conscient qu'il peut être rattrapé par la patrouille, c'est qu'il sait aussi qu'il n'a pas bien fait les choses dans les règles de l'art. Et tout découle de là. Je pense que tout... Non, ça c'est ta lecture. Pour l'instant, on l'écoute lui. Je pense que tout découle de là. Donc le problème, c'est ça. C'est parce que les choses ne sont pas bien faites. Ça coûte quoi de respecter les choses, de faire les choses dans les règles de l'art pour éviter tous ces bruits-là? C'est ça. Même cette démission de Gikawe, là, ça fait tache d'huile. Que vous le voulez ou non, même si vous le minimisez comme on a tendance à le voir sur les réseaux sociaux, c'est quand même pas n'importe qui au PDCI. Et ça met en lumière quelque chose qui est clair, qu'au PDCI, aujourd'hui, sous la gouvernance de Tidiane Thiam, les choses ne sont pas faites correctement. Ayez l'honnêteté de le connaître, de faire votre introspection. Ne restez pas dans cette forme de fanatisme. Quand quelqu'un se plaint, vous dites qu'il est vendu, il est manipulé, il est acheté. Non. Et sortez vraiment de cette bulle-là. S'il vous plaît, c'est vraiment un parti démocratique.
ouvrez le débat avec ceux qui contestent la manière dont les choses sont conduites. Et puis c'est ça, c'est un débat qui renforce le parti. Non, je ne fais pas le parallèle, je parle de ce qui concerne le PDC. Tu ne sais pas le fonctionnement des autres partis. Je ne rentre pas dans le débat avec toi sur ça. Le sujet, c'est le PDCI. Il ne faut pas nous tréballer sur le sujet. Donc tu comprends qu'au PDCI, on peut parler. On ne peut pas parler. Vous poussez les gens à la justice. C'est parce que les gens ne peuvent pas parler qu'ils vont à la justice. Faisons preuve d'un peu d'ouverture. Et puis, le congrès du PDCI, quand il dit que c'est parce que Thiam se sentait un peu coupable de ce qu'il a fait, c'est pourquoi ils ont organisé un congrès, bon, on peut en faire une autre lecture. Celle qui consiste à dire que oui, quoi qu'on fasse, il y a quand même des lois de la République, il y a la justice. Si la justice prend une décision, elle s'applique à nous. Donc, qu'est-ce que nous faisons en tant que groupement politique? Qu'est-ce que nous faisons pour anticiper cette décision? Donc, ils ont simplement analysé. Ça va s'appliquer, hein. Ils ont simplement analysé. Ça va s'appliquer. Bon, ça c'est ton. Non, ça va s'appliquer. Ils ont simplement analysé. Monsieur, merci infiniment. Merci. Ça va s'appliquer. Ils ont simplement analysé et ils ont trouvé qu'il fallait organiser un congrès. Ils l'ont organisé. Et Tidjane Thiam a gagné. Je crois qu'il faut laisser les choses se dérouler. Nos amis. Ils sont aujourd'hui de grands admirateurs de Maurice Kakou Gikawe parce qu'il a pris le contre-pied de Tidjane Thiam, oui. Hier, c'est ce même Gikawe là qui était au centre de toutes les critiques. Donc oui, je vous comprends. Mais quand on avance, regardons un peu, soyons un peu objectifs pour pouvoir tirer des conclusions. Merci Sylvain Debailly. C'est quelqu'un de très loyal. On termine sur cette partie-là avec Sylvain Debailly. Et dans la deuxième partie de cette émission, on s'intéresse au dernier rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, consacré à l'indice de développement humain, IDH 2025. Le document livre un classement révélateur pour notre pays. En termes de progression, 2022-2023, la Côte d'Ivoire est première en Afrique subsaharienne et quatrième dans le monde, la plaçant désormais à la 157e place sur 193 pays, soit 5 places gagnées par rapport à l'année précédente. Ces chiffres tirés du rapport 2025 ont été présentés par le PNUD ce vendredi 16 mai 2025 à l'auditorium de la primature d'Abidjan Plateau. Les détails et les avantages de cette nouvelle performance de la Côte d'Ivoire dans cet élément, juste après lequel on se retrouve. Avec un IDA de 0,582, la Côte d'Ivoire dépasse la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de 0,568. Elle détient par ailleurs l'IDA le plus élevé de l'UEMOA et se classe 3e dans la CEDEAO, derrière le Cap-Vert avec 0,668 et le Ghana avec 0,628. Deux nations respectivement classées 135e et 143e à l'échelle internationale. Le pays gagne dorénavant 5 places au classement mondial entre 2022 et 2023, passant de 162e à la 157e position sur 193 pays. La Côte d'Ivoire affiche également la plus forte progression de l'indice de développement humain, IDH, en Afrique subsaharienne, avec une hausse de plus de 0,17 entre 2022 et 2023. Elle occupe désormais la première place dans la région et 4e au niveau mondial en termes de progression sur l'année. Alors, la Côte d'Ivoire a accompli une certaine performance au niveau international avec son indice de développement humain. Lansine Bakayoko, quelle analyse vous inspire ce résultat ? Oui, c'est ce que nous avons toujours dit, que les résultats de ce gouvernement sont tangibles, sont palpables. Ça veut dire que, vous avez vu que tout l'échafaudage de contre-vérité qui avait été savamment élaboré, c'est ça qui s'effondre aujourd'hui comme un château de cartes. Vous savez, le président Tidjane Thiam en avait fait une affaire de personne. Il avait dit que la Côte d'Ivoire était en décadence, était derrière tout le monde dans la sous-région, était dernier de la classe. Bon, de plus en plus, on connaît Tidjane Thiam. Quand il dit c'est blanc, il faut voir que c'est noir. Quand il dit c'est rouge, il considère que c'est bleu. Donc ça ne me pose pas de problème. Donc ça, c'est une affaire lassée. Maintenant, je veux dire, si on veut être factuel, mais je ne vois pas, ça ne devait même pas constituer l'objet d'un débat. Ce n'est pas le développement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On peut le toucher du doigt. Vous savez, en 2011, par exemple, les principaux indicateurs, moi je ne vais pas aller dans ces termes savants qui viennent d'être utilisés, je vais être factuel. En 2011, la Côte d'Ivoire avait 244 collèges et lycées. En 2024, nous avons 902 collèges et lycées, soit près de 648 collèges construits en moins de 15 ans. Nous avons construit sur la même période aujourd'hui 8 CHR, 11 hôpitaux généraux. Près de 6000 km de routes ont été réhabilités ou
ont été construits. Il y a près de 300 centres de santé qui ont été construits ou réhabilités. Donc vous voyez, pour moi, ça, c'est ce qui touche directement la population. Ce qui touche directement la population, la santé, l'éducation, les universités, nous en avions à peu près 4 ou 5. Nous sommes aujourd'hui à une dizaine, à moins de 15 ans. Mais les premiers chiffres que je vous donne, c'est de 1960 en 2011. C'est-à-dire, près de 50 ans plus tard, 50 ans, on est en train de comparer des chiffres de 50 ans et de 15 ans. Donc, vraiment, il faut... je comprends qu'on fait de la politique, je comprends qu'il doit exister une opposition, mais il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas alarmer nos populations, parce qu'en fin de compte, nous qui faisons de l'économie, le moral des ménages compte pour beaucoup dans le développement humain. C'est-à-dire que quand on se plaint quotidiennement, le pleurnichard putatif tout le temps, ça peut baisser, ça peut faire chuter le moral des populations. Or, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, si nous présentons la réalité des faits, ça peut doper le moral des ménages et ça peut faire continuer, ça peut faire progresser la Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui dans tous les domaines, la Côte d'Ivoire fait un progrès. Oui, il y a des choses qui restent à faire. Oui, et il y a quelques dérives qui peuvent être constatées. Oui, il y a des manquements dans certaines disciplines. Oui, il y a quelques problèmes de gouvernance, j'en conviens. Mais la réalité est là. La réalité est là. Ça dit que quand on prend tous les indicateurs économiques, on me dira les indicateurs macroéconomiques, bon ça, on dit bon c'est virtuel, les gens veulent ce qui est dans l'assiette, mais c'est évident. Vous voyez, et puis il y a un indicateur il faut savoir. Aujourd'hui, les appels à manifestation, vous voyez que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens sont occupés. Parce que c'est empêché. Ils vont non, ça ne marche pas. L'appel à manifestation, ça ne marche pas parce que les Ivoiriens sont occupés. Ils vont au travail, ils cherchent à faire progresser leur petit business, ils cherchent à scolariser leurs enfants, ils cherchent à aller au travail. Donc tous les appels au désordre ne sont pas entendus. Ça peut être des choses qui sont anecdotiques, mais c'est des choses qui sont réelles dans le comportement des Ivoiriens, qui montrent aujourd'hui que tous les indicateurs qui ont été présentés reflètent effectivement la réalité du terrain. Ça reflète la réalité du terrain. Je conviens qu'il y a des secteurs qui ont besoin de réajustement, de soutien, de subventions, mais dans l'ensemble, globalement, la Côte d'Ivoire se porte bien et il se porte beaucoup mieux par rapport à 2011. Par rapport à 2011, et même en comparaison avec les autres pays de la sous-région et même africains, vous voyez bien que la Côte d'Ivoire n'est pas le dernier de la classe. Moi, je ne suis pas euphorique, mais je peux dire que la Côte d'Ivoire fait partie des premiers de la classe aujourd'hui. Et ça, c'est celui qui ne veut pas reconnaître ça, en fin de compte, je comprends que... parfois, il y a des gens, tout à l'heure, j'ai parlé des gens qui ont 6 yeux. Oui, je comprends. Ces gens-là, ils sont partout. Mais il faut que les gens acceptent que la Côte d'Ivoire a fait des progrès importants. Jérôme Ndri, est-ce que vous partagez son avis? Non, ça me fait sourire un peu parce qu'il y a des gens qui parlent comme si ils sont pas vus d'une autre planète et puis nous autres, nous sommes en Côte d'Ivoire. Fait un bond de 0,17% en termes de IDH derrière le Cap Vert. L'archipel isolé quelque part. C'est une zone exotique, hein? Qui n'a même pas de ressources. C'est-à-dire que quand tu viens après à 70% du tourisme. Mais laisse finir. Du tourisme. Mais la Côte d'Ivoire a plus de ressources que le Cap Vert. Quand tu viens derrière le Cap Vert, qui doit te satisfaire parce que tu as eu un bon. Quand on parle de IDH, il y a des indicateurs. Je prends seulement le volet santé, les indicateurs. Et il est précisé même dans le rapport, j'ai lu le rapport, que les centres de santé sont sous-équipés et les Ivoiriens, les autorités même donnent raison à ce rapport-là. Aujourd'hui, quand vous prenez nos centres de santé, c'est vrai, le chiffrisme a fait qu'on balance chaque fois des chiffres, mais en réalité, il n'y a pas d'équipement dans les centres de santé. Ce qui fait même que même les autorités, ils sont obligés d'aller signer un accord avec l'hôpital américain pour fuir le paradis, puisque la Sénat dit que tout va bien en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ils fuient le paradis pour aller en enfer. C'est comme ça qu'on peut imaginer. Puisqu'on a conçu des centres de santé, on a conçu des centres de santé bien équipés, on a conçu des centres avec un plateau bien fourni.
bon, on ne va pas laisser ces centres de santé là pour aller à l'hôpital américain pour aller se faire soigner. Et nous avons été choqués, les Ivoiriens ont été choqués de voir que les membres des institutions de la République ont signé récemment un accord avec l'hôpital américain où ils doivent aller avec leur famille, où on leur donne des facilités pour aller se faire soigner là-bas, alors qu'on a conçu des centres de santé très bien équipés. Je prends le thème très bien équipé ici, où tout va bien. Encore une fois, arrêtez quand même de nous berner avec les chiffres. La réalité sur le terrain, c'est que, c'est vrai, il y a eu un petit bond. On était à 0,565, nous sommes il y a eu une petite progression de 0,17, mais il ne faut pas se satisfaire de ça pour dire que tout va bien. Non. Nous venons derrière le Ghana. Tout va bien. Derrière le Ghana et le Cap-Vert. Le Cap-Vert, un petit pays sur une île là-bas, on vient derrière ce pays-là. Il y a 70% de tourisme. Et on est satisfait. Au Cap-Vert, par exemple, c'est un pays où vous verrez qu'ils sont 30e sur 180 en termes de corruption, où le taux de corruption est très faible. Ils ont la bonne gouvernance. C'est un pays, mais on ne peut pas être classé derrière ce pays-là et puis se satisfaire pour dire que non, on a fait un bon. On reconnaît que peut-être c'est un petit pas qui a été fait, mais c'est pas satisfaisant. Parce que quand on prend le Ghana, nous venons après le Ghana, au Ghana par exemple, les différents présidents ils se soignent à... Sinon, Tidjane Thiam avait dit qu'il n'y avait pas eu de bon, qu'on dégringolait. C'est ce que Tidjane Thiam avait dit. Les différents présidents se soignent dans les différents hôpitaux au Ghana. Mais chez nous ici, tout va bien ici. Pendant ce temps, tout va bien. Et on laisse le paradis pour aller en enfer. Je prends le cas le deuxième indicateur, l'éducation. Mais aujourd'hui, allez-y à l'intérieur pour voir. J'ai été surpris qu'à Djokwe, des écoles où les classes sont construites en papeau. En 2025 encore en papeau. J'ai encore les images là. J'ai même été choqué. 648 écoles et collèges qui ont été construits. 648 écoles et collèges. Par combien de régions? On a 31 régions. Quand tu fais le ratio, ça fait 1960 à 2011, on avait 240. Mais ce n'était pas les mêmes réalités en 1960. Ce n'était pas les mêmes réalités, donc tu ne peux pas faire la comparaison. Nous prenons 2025. 600 écoles construites, 31 régions, le ratio, ça fait 1,5. Simplement, 30, ça fait 1,5. Donc, vraiment, on ne peut pas se satisfaire de ça. C'est pour dire que les différents indicateurs pour l'IDH, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, même au niveau du revenu annuel par population, la Côte d'Ivoire a encore beaucoup d'efforts à faire. Il ne faut pas déjà festoyer pour un petit bond de 0,17. Alors, Sangaré Yacouba, qu'est-ce que ça vous évoque, 0,17% de progression au niveau de l'IDH? J'écoute Jérôme avec beaucoup de sourires. Je trouve qu'il exagère un peu quand même. Voilà. Un peu, beaucoup. Il exagère beaucoup. Non, comment? 2 minutes, je t'ai écouté. Dites-le pourquoi, et puis partagez la motivation de votre sourire. Il ne faut pas faire la fine bouche. Le pays a progressé. Il faut apprécier à sa juste valeur. Tous les pays ont des défis. Même ceux qui sont en tête de l'IDH aujourd'hui ont des défis partout. Aux États-Unis, la première puissance au monde, il y a des pauvres. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens aux États-Unis, ils ne peuvent même pas aller voir un dentiste aux États-Unis? C'est la première puissance au monde. Ils ne peuvent même pas aller faire une consultation chez un dentiste. Il y a des gens qui peinent à se nourrir aux États-Unis, mais pourtant, c'est la première puissance au monde qui a le PIB le plus élevé. Donc, il faut sortir des caricatures. Ce n'est pas parce qu'il y a des écoles en papo dans une certaine localité, dit qu'on n'a pas construit des écoles en Côte d'Ivoire, qu'il faut négliger le fait qu'on ait construit 600 écoles. Non. Revenons au chiffre de l'IDH. L'IDH, c'est 3 éléments importants. Le premier élément important, c'est l'espérance de vie. L'IDH montre qu'aujourd'hui, l'espérance de vie est passée en Côte d'Ivoire de 55 à environ 62 ans. C'est-à-dire que les Ivoiriens vivent aujourd'hui 7 ans plus. S'ils vivent 7 ans plus, pourquoi? Ça veut dire qu'ils ont accès à une meilleure qualité de soins. Ils ont un environnement qui est devenu plus sain que par le passé. Le deuxième élément, c'est le niveau de l'éducation. L'IDH montre aujourd'hui que la durée moyenne d'études en Côte d'Ivoire a évolué. Elle est passée aujourd'hui d'une moyenne d'environ 8, aujourd'hui à une moyenne de 12, environ 12. Sortons des chiffres 12 ans. C'est pas chiffré. C'est-à-dire qu'avant, les enfants sortaient, ils ne faisaient même pas 8 ans à l'école. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 12 ans. 12 ans, ça veut dire que l'enfant, quand il rentre à l'école, s'il est sorti tôt de l'école, faites le calcul, ça veut dire que c'est peut-être en 3e, en seconde. Alors qu'avant, il s'arrêtait peut-être après la CP1, après le CM2, 6e. Ça veut dire que si tu prends beaucoup d'enfants aujourd'hui, le niveau est en train de monter, il ne s'arrête plus partout. Ça, c'est un élément important qui est appréciable et le PNUD l'a scellé dans son rapport. Le troisième élément, c'est le revenu par habitant. On entend beaucoup de littérature, oui, les Ivoiriens souffrent, ceci. L'IDH vient de le montrer, que le revenu par habitant en Côte d'Ivoire a doublé, est passé de 3 301 $ par personne aujourd'hui à 6 735 $.
Donc, il y a ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les gens ont plus accès aux biens ou aux services. Il y a une amélioration de la qualité de vie des gens. C'est les statistiques, c'est clair. C'est un organisme onusien qui a fait les statistiques. Donc, il ne faut pas minimiser ça. Il est clair que, comme tout pays au monde, on a des défis à relever. Et je suis d'accord avec vous, il faut travailler pour relever les défis. Mais faire croire que rien ne s'est passé, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Surtout qu'on a la meilleure progression en Afrique au sud du Sahara. On a la meilleure quatrième progression au niveau mondial, on est dans le top 5. Il faut reconnaître que des efforts ont été faits. Je voudrais terminer par une image. C'est comme vous avez un enfant à l'école. Tous les jours, il est entre 15e, 16e, 17e. Le jour où il arrive, il est 10e ou 9e, vous voulez le frapper. Pourquoi tu n'as pas été premier? Tu dis non. Petit, tu as bien travaillé, mais la prochaine fois, fais tout pour être parmi les 5 parce qu'il a premier. Voilà, donc il faut sortir de la caricature. Le pays a progressé, il faut le reconnaître. Il n'y a pas longtemps ici, il y a des gens qui nous ont dit qu'on était dans une DH, dans les profondeurs du classement, qu'on était derrière le Sénégal. C'est un pays que j'aime très bien, mais aujourd'hui, on a dépassé le Sénégal. Ce qui nous dépasse aujourd'hui, c'est le Cap-Vert et le Ghana. Maintenant, le Cap-Vert, venons au Cap-Vert. Le Cap-Vert nous dépasse. Pourquoi? Parce que le Cap-Vert est moins peuplé que la Côte d'Ivoire. C'est moins d'1 million d'habitants. Il y a la bonne gouvernance au Cap-Vert. C'est un pays qui est le revenu par habitant à 180. est plus élevé que la Côte d'Ivoire parce que le ratio, le Cap-Vert a moins d'habitants que la Côte d'Ivoire. Et le Gabon? Bon, il faut dire qu'il y a la bonne gouvernance. Oui, il y a la bonne gouvernance. Le taux de corruption est très bas. Je voulais terminer Rapidement. que ces résultats datent de 2023. De 2023 à 2025, il y a eu encore de nouvelles constructions d'écoles, il y a eu de nouvelles constructions de centres, de nouvelles voies qui ont des incidences sur la vie des gens, tout ça. Et je suis sûr que le prochain classement de l'IDEA, vous verrez qu'on fera un autre bon. Peut-être même qu'on va dépasser le Cap-Vert. Voilà. Sylvain Debailly. Oui, merci. Je pense que nos amis aujourd'hui se gargarisent de ces chiffres. Il y a quelques mois en arrière, quand on évoquait le terme IDH... On découvre des expressions sur ce plateau ce soir. Ouais, c'est bien. Donc, il faut féliciter le président Tidjane Thiam qui a eu l'audace de parler de cette question. Ben, passons. Mais je pense que... Qui a déversé toutes les avanies sur le gouvernement. Pardon. Je pense que quand on on veut parler de cette question de l'IDH, on ne peut pas être malheureux. On ne peut pas être mécontent parce que son pays a fait des progrès. Moi, je suis heureux que mon pays fasse des progrès. Et je serai heureux si ces progrès-là continuent. Mais je note que quand on regarde les différents paramètres sur lesquels se basent les techniciens des Nations Unies pour nous sortir ces chiffres, quand je regarde, il a cité tout à l'heure, c'est la santé et la longévité. Le deuxième paramètre, c'est l'éducation et le savoir. Et puis, enfin, le niveau de vie. Quand on regarde dans ces différents compartiments et qu'on nous sort le chiffre de 0,582 sur 1, ça dit on est au-dessus de la moyenne. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est heureux. C'est heureux. Il y a eu certainement pour arriver là des choses qui ont été réalisées, aussi bien des investissements dans la santé, dans l'éducation, et puis bon, d'autres investissements connexes. Mais quand on a fait cette analyse, après, il faut sortir du chiffrisme. Il faut sortir du chiffrisme. Je disais tout à l'heure que dès le départ, quand on a évoqué, parce qu'il y a 35 ans quand même que le PNUD publie ses résultats, mais il a fallu un homme politique pour en parler. Et puis après, cette question-là a quand même ameuté l'opinion. Un homme politique qui cherche les problèmes partout. Un ministre de la République, un ministre de la République a également dit ici qu'on s'en fout. L'IDH, c'est quoi? Il a dit. Aujourd'hui, je crois qu'il était même à la conférence. Il était bien heureux, on les voyait sourire comme ça. Voilà, donc il faut sortir du chiffrisme. Il faut se ramener à la réalité. Aujourd'hui, allez-y voir dans nos écoles. Est-ce que les classes bondées, là, les classes qui sont bondées, plus de 80 élèves à l'école primaire, est-ce que ça permet à un enfant de se sentir à l'aise dans une classe? Allez-y au CNRAO, le Centre national d'oncologie Alassane Ouattara. On prend là-bas 15 personnes par jour. 15 personnes parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel. Allez-y au CHU de Cocody. Allez-y voir qu'à partir de 11 heures, tous les compartiments sont vides. Si un malade va à 11 heures, il ne sera pas reçu là-bas. Allez-y dans nos centres de santé qui ont été construits. Oui, ça c'était une réponse de la réforme de la santé. Oui, des bâtiments ont été construits. Mais vous pouvez y aller. Mais même le médicament générique, vous n'en avez pas. Alors comment on agit sur le niveau de vie, comment on agit positivement sur l'espérance de vie si on a de façon basique ces choses-là qui manquent. Allez-y, c'est vrai, il y a des routes qui ont été construites, mais il y a aussi des routes
d'où sort la nourriture, ne sont pas encore construites. Faites un tour entre Gagnoa et Serio, et Gagnoa et Sassandra en passant par Serio. Faites un tour entre Gagnoa et San Pedro en passant par Galebré. J'ai fait un tour entre ton village Galebré et Djiberoa. La route est complètement chaotique. C'était un bois qui était là-bas, il y a un pont maintenant. Entre ton village Galebré et Djiberoa, ils ont mis un pont maintenant. Oui, il faut dire ça aussi. Oui, il y a eu ce pont. Oui, ça, ce sont des problèmes. Avant, c'est par l'eau, là. Vous traversez l'eau là pour partir. Mais il y a aussi une route qui est importante entre Gagnoa et San Pedro qui est aujourd'hui chaotique, qui a déjà enregistré deux accidents meurtriers, vous le savez. Donc, ramenons-nous toujours à cette réalité-là. Aujourd'hui, vous savez qu'entre 2011 et 2025, le dénicassia, le riz, dénicassia que vous connaissez bien, c'est-à-dire les enfants sont nombreux, pour parler à terre, ce riz-là, qui était le riz de moindre qualité que tout le monde pouvait s'acheter, tout le monde ne peut pas se l'acheter aujourd'hui parce que le kilo est passé entre 2011 et 2025 de 300 francs à 600 francs et ça va même vers 700 francs. Vous le savez. Voilà, donc, c'est vrai que du travail est fait, mais il faut travailler sur l'homme. Et c'est ce que dit d'ailleurs le rapport. C'est ce qui est en train d'être fait. C'est-à-dire que le rapport dit, c'est vrai, il y a l'intelligence artificielle qui est là aujourd'hui et qui peut nous permettre de faire des progrès. Mais toutes les réformes qu'on voudra prendre à partir de cette intelligence artificielle pour performer, n'est-ce pas, l'économie, il faut que toutes ces stratégies-là soient basées sur l'homme. Ici, en Côte d'Ivoire, on a aujourd'hui oublié l'homme, on a du béton. C'est-à-dire qu'on privilégie le béton. Et construire une tour à plus de 300 étages, oui, quand on voit ça, c'est beau, mais sur le niveau de vie proprement dit de la population, qu'est-ce que cela apporte? Il y a tout ça. On construit des ponts, oui, c'est bien beau, mais est-ce que cela agit directement sur le niveau de vie des populations? Je voulais juste ajouter quelque chose. Je voulais juste vous allez tous réagir. Comme je suis allergique, quand on touche à des problèmes qui concernent le pays, écoutez-nous aussi. Voilà, il faut écouter aussi. Là, ce n'est pas Bakayoko. Il faut écouter. Non, quand vous parlez là, nous, on vous écoute. Permettez que nous parlions. Mais tout cela, quand nous faisons toutes ces critiques, je pense que c'est pour que nos gouvernants agissent. Et je suis heureux parce qu'il y a quand même, malgré tout, il y a quand même quelques actions qui se font. Mais ils doivent aller beaucoup plus loin. Ils doivent dédoubler, en tout cas, leur ardeur pour aller beaucoup plus loin. Et puis, bon, peut-être que la prochaine saison nous sera beaucoup plus favorable parce que là, nous sommes encore dans les profondeurs du classement. Ouais. Quand tu es 157e, il ne faut même pas t'en réjouir. Il faut venir vers les tops, là. Voilà. 10e, 20e, voilà. Là, on pourra comprendre. D'accord. Merci infiniment, Sylvain Debailly, Jérôme Ndri, Yacouba Sangaré et Lanciné Bakayoko d'être passés sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, Dieu voulant.